Aujourd'hui, c'est un rendez-vous particulier où nous allons parler de la Terre, notre mère. On va parler de la biodiversité. C'est des thèmes qui sont souvent rares dans de telles circonstances. Mais comme vous le savez, nous sommes U4Peace DRC, pour ceux qui ne le savent pas, une plateforme des organisations de jeunes qui œuvre pour la paix, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo. U4Peace est une plateforme créée début 2020, en 2020, et qui à ce jour a des représentations dans 12 provinces de la RDC et qui a son siège social ici à Bukavu, au sud Kivu. Et comme domaine d'intervention, nous sommes dans le domaine de la paix, la sécurité, le développement, l'entrepreneuriat de jeunes, le climat ou réchauffement climatique, protection de l'environnement. On est également dans le domaine des droits humains et que il y a des plateformes ou des organisations qui sont membres de U4Peace DRC. Chaque organisation a son domaine d'intervention qui lui est propre et toute cette diversité de domaines d'intervention fait également la beauté et la richesse de la plateforme U4Peace DRC. Moi qui vais modérer cette conférence de ce soir, je suis Jean-Claude Mungoussa, je suis le chargé de communication de U4Peace DRC. Chacun va également se présenter. Vous dites les noms de l'organisation ou alors les cadres auxquels vous appartenez. Et c'est ça en fait. Merci beaucoup. On va commencer par celui qui est devant moi. Et je rappelle également qu'il y a ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Nous vous souhaitons également la bienvenue. Vous pouvez juste vous présenter dans le chat, dites-nous votre nom et les pays, parce qu'il y a ceux qui sont à l'étranger, les pays d'où vous nous suivez et également l'organisation dans laquelle ou à laquelle vous appartenez. Merci. Parole à notre intervenant du jour, qui est M. Gervais Moudé-Roy, Thierry Mohamed, n'est-ce pas? Merci beaucoup Gervais. Je vous accorde la parole pour la présentation. Et j'espère que vous allez plus nous édifier. Ce que je demanderai à l'Auguste Assemblée, c'est de pouvoir suivre là où il y a des questions, parce qu'on va ouvrir les débats juste après sa présentation, que vous puissiez intervenir par vos questions et aussi peut-être partage d'expérience par rapport à la thématique de ce jour. Merci, à vous la parole, cher Gervais. Merci beaucoup, cher Jean-Claude. Je ne sais pas s'il faut m'élever ou comment. Bonjour à tout le monde. Je suis Gervais Moudé-Roy. Je suis également membre de U4Peace DRC. Je me suis là donné assez de titres, mais je suis membre de U4Peace DRC. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de pouvoir également partager avec les jeunes par rapport à la biodiversité. J'ai essayé de préparer un PowerPoint, mais vous allez m'excuser, je pense qu'à un certain moment, peut-être ça serait que je puisse ouvrir ou montrer mon écran, parce qu'il y en avait des images qui doivent pouvoir néanmoins faciliter les échanges. Alors, pour aujourd'hui, nous allons devoir échanger sur les questions de biodiversité. Et je dois peut-être, parce que ce n'est pas vraiment une conférence comme on l'a dit de la manière la plus pratique, mais ça serait beaucoup plus une conférence débat. C'est-à-dire que je ne parle pas seul. Nous allons interagir entre nous et excusez-moi que ça puisse se faire ainsi. Peut-être avant de commencer, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre nous qui ont un jour entendu parler de la Journée internationale de la biodiversité. C'est le 22 mai de chaque année et aujourd'hui nous sommes le 20, c'est-à-dire que d'ici lundi, le monde va célébrer cette grande journée. Et le thème retenu pour cette année, de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. C'est ça le thème qui est retenu au niveau international. Mais alors, on a trouvé important, U4Peace a trouvé important de pouvoir échanger par rapport au rôle des organisations de jeunes dans notre pays, disons dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité. Parce qu'on a dit que U4Peace, c'est une plateforme des organisations et donc le thème est très bien orienté par rapport aux organisations s'y représentées, mais aussi aux jeunes, aux étudiants ou aux jeunes travailleurs
celui qui se sent être dans les domaines de conservation ou dans les secteurs environnementaux. Peut-être, je vais un peu, ma présentation va porter sur 4 petits points. Le premier point va concerner la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. Et le deuxième point va porter sur les résultats de la COP 15. Le troisième point va intervenir également sur le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Et nous allons passer au quatrième point qui sera, c'est presque un questionnement, où intervenir comme organisation ou en tant que jeune dans notre pays. Et puis il y aura des questions-réponses qui vont nous faciliter normalement les échanges. Alors si vous le permettez, comme je l'ai dit, à un certain moment, comme nous n'avons pas peut-être PowerPoint, mais je voulais, laisse-moi me lever. Est-ce que vous voyez au moins quelque chose sur la photo? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Quelqu'un peut donner une représentation par rapport à ce qu'il a vu? J'ai vu l'eau et la baleine. L'eau et la baleine. Mais il y a aussi les chiffres, c'est 50, 5 qui est visible et puis les 0 qui n'est pas bien visible. Ici, j'ai vu un cadre où on mélange les animaux et les plantes. Moi, j'ai vu des insectes. Ah oui, les insectes. Et quoi autre, Jean-Claude? Comme vous l'avez dit, sur l'image, on a donné presque toutes les réponses. Nous avons au moins une personne, nous avons un animal, nous avons l'eau, nous avons la baleine. Il y a également des arbres ici. Il y a même des personnes qui sont dans les pirogues. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on a oublié qui existe dans le monde? Sur cette image ici. Oui, vous pensez, oui. Il y a quoi? Les arbres? Il y en a. J'ai dit qu'est-ce qui est de maison? Il n'y a pas de maison. Oui. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas le soleil. L'air. Je ne sais pas comment on peut avoir l'air sur une photo, mais ce qui est vrai, au moins on a donné presque toutes les bonnes réponses. Nous n'allons pas nous limiter à ça, mais je pense que nous allons devoir y revenir, disons, dans les lignes à venir. Alors, comme on l'a dit, nous allons devoir échanger sur la Convention sur la diversité biologique, notamment le cadre mondial de la biodiversité. Alors, oui. Comme je le disais, c'est par rapport à la Convention sur la diversité biologique et le cadre mondial de la biodiversité post-2020, qui est actuellement appelé cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Alors, il y a un petit exercice encore. Je voulais me rassurer combien d'entre nous, au moins, ont un jour entendu parler de la COP. Un événement de coopération entre plusieurs États. Ah oui, merci. Il y en a quelqu'un d'autre qui a un élément par rapport à ça? Ah ok. Est-ce qu'il y en a certains d'entre nous qui ont un jour entendu de ce cadre mondial de la biodiversité? Il y a quelqu'un qui a une idée? Il y a au moins néanmoins qui a quelques informations sur la stratégie nationale et plan d'action sur la biodiversité. Stratégie nationale et plan d'action sur la biodiversité en RDC. Quelqu'un a une idée? Oui? Ça va. Donc c'est au cours de ma présentation, néanmoins ce sont là les quelques points que nous allons essayer de devoir y apporter quelques éléments de réponse. Et puis il y aura des échanges par rapport à tout ce qui sera dit ici. Alors, c'est quoi à la COP 15? Je demandais s'il y a quelqu'un qui a un jour entendu parler de la conférence des COP 15, des COP. Normalement, COP, en un mot, ça veut dire conférence des parties. C'est tout simplement ça, conférence des parties. Et ici, nous allons devoir échanger par rapport à la COP 15. Ce qui veut dire que la COP 15, c'est la 15e réunion des parties prenantes à la Convention sur la diversité biologique et qui s'est tenue néanmoins à Montréal, c'est au Canada, en décembre 2022.
qui est une rencontre internationale des États, des chefs de gouvernement qui se réunissent pour les questions environnementales. Donc la conférence des partis, c'est une rencontre internationale et où les chefs de gouvernement au niveau mondial se rencontrent pour discuter sur les questions de biodiversité. Alors, pour la COP 15 qui s'est tenue en décembre 2022, elle avait été axée sur la protection de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte de la biodiversité. Et donc, comme grand objectif qui était pour la COP 15, c'était de renverser cette tendance-là de la perte de la biodiversité. Et quand je parle de la biodiversité, c'est presque la première image que j'ai montrée. Oui, où même la personne, il y a une personne qui était dedans, il y avait les lacs, il y avait de l'eau, il y avait des arbres, il y avait l'animal. Mais lorsque vous regardez autour de vous, c'est presque tout ce qui est représenté là, dedans. Comme je le disais, la conférence, la COP 15, était axée sur la protection de la nature et les moyens de pouvoir inverser la tendance de perte de la biodiversité. Alors, peut-être avant d'arriver là, il faut peut-être revenir dans l'histoire et comprendre comment on a réussi à avoir la COP 15 ou la Convention sur la diversité biologique. Parce que j'allais aussi demander est-ce qu'il y en a certains qui ont des connaissances ou des informations pertinentes par rapport à la Convention sur la diversité biologique. Mais ici, ça va peut-être nous permettre de revenir néanmoins dans l'histoire. Alors, lorsqu'on parle de la Convention sur la diversité biologique, qui est abrégée en français CDB, ou Convention de Rio, est un traité, disons, international qui était adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. C'était en 1992, avec comme but principaux, il y en avait 3 objectifs. Si vous vous rappelez de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a également la Convention des Nations Unies sur la désertification. Toutes les 3 conventions étaient, toutes les 3 traités étaient adoptés en 1992. C'était à Rio de Janeiro, lors du sommet de la Terre. Alors, particulièrement pour la Convention sur la diversité biologique, elle a comme 3 objectifs. Les premiers objectifs, la conservation de la biodiversité. C'est ça les premiers objectifs de cette convention. Le deuxième objectif, il s'agit de l'utilisation durable de ces éléments, donc l'utilisation durable des éléments de la biodiversité. Et puis, le troisième objectif, il s'agit du partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Alors, lorsqu'on parle de la biodiversité, il faut toujours vous rappeler de cette image-là, qui a essayé néanmoins un peu de représenter tout ce que nous avons, ou tout ce qu'en tant qu'individu, nous dépendons de la nature. À un certain moment, si je peux le dire de manière vulgaire, pour ne pas faciliter également la compréhension, lorsque je parle de la biodiversité, il faut juste faire recours à cette image, vous questionner sur ce que vous avez vu, et je pense que vous pouvez néanmoins avoir soit une idée par rapport à ça. Alors, comme objectif de la Convention, il fallait développer normalement des stratégies. Alors, ça c'est au niveau du pays. Quand je demandais, est-ce que vous avez un jour entendu parler de la stratégie et plan d'action pour la biodiversité au niveau national? Alors, la Convention a été adoptée à Rio. Et puis pour les pays signataires, notamment la République démocratique du Congo, parce que la Convention elle est signée par plus de 153 pays. Et la RDC est l'un des pays membres ou signataires, partie prenante à la Convention sur la diversité biologique. Alors, en tant que pays, dès que notre pays en 1992 avait signé cette convention, alors on est obligé de passer par la stratégie et plan d'action national pour la biodiversité, pour mettre en œuvre les objectifs de cette convention-là. Déjà avec la convention, il y a un texte qui a, je pense, autour de 63 articles. Néanmoins, pour ceux qui en auront besoin, je pourrais peut-être partager les ressources au niveau de Youth for Peace DRC et il peut les donner à tout un chacun pour celui qui les souhaitera. Alors, vous comprenez qu'au niveau des pays, on a des stratégies nationales et plans d'action pour la biodiversité. Et ces stratégies-là, c'est une stratégie, je dirais un plan de développement, si je peux le dire entre guillemets ainsi, qui reprend toutes les ambitions et les besoins pour un pays de pouvoir développer des mécanismes pour conserver sa biodiversité. Alors, il est, comme je l'ai dit, la Convention
D'ailleurs, je suis très content que quelqu'un se présente, qu'il est chargé des objectifs de développement durable ici. Et c'est vraiment très très important que lorsque vous êtes une organisation ou vous êtes jeune qui se parle comme vous vous alignez sur la voie des ODD, des objectifs de développement durable, il est considéré normalement la Convention sur la diversité biologique comme document qui facilite l'atteinte de ces objectifs. Parce que les ODD sont venus après la Convention et ce sont ces conventions-là qui essayent de pouvoir donner au moins des orientations, des mécanismes pour pouvoir nous amener à atteindre les objectifs de développement durable. Alors, il y en a cette autre image que je ne sais pas si quelqu'un peut voir ici. Je ne sais pas si quelqu'un peut voir. Il y en a un bout des images ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez un jour vu ici, à Bukavu? Est-ce qu'il y a des villageois comme moi qui sont ici? Ah oui. Vous avez vu au moins quelque chose? Comme quoi? Quoi et quoi? Ah oui. Ah oui. Qui autre a vu quelque chose? Ah oui. Ah oui. Quelqu'un a autre chose à dire? Ah oui. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, vous pouvez également donner celui-là. L'image est là. Non, tu es au niveau de... Il y a aussi une renette, l'histoire de là-bas. Ici? Oui. Ah ok. Je pense que quelqu'un a vu quelque chose ici? Est-ce que vous n'avez jamais connu cette info? C'est l'image d'avant. Ça va? Ces images, c'est juste pour essayer d'illustrer ce que nous semblons négliger. Ici chez nous, par exemple, lorsqu'on te dit quelqu'un a conservé tout un insecte, mais c'est banal. Ça semble sortir très banal et puis ça ne donne pas intérêt. Lorsqu'on te dit juste de l'eau salée ou quoi, et quelqu'un s'est dit qu'il va conserver, est-ce que ça donne sens? Par rapport à la vie ici chez nous, ça ne donne pas sens. Même lorsque quelqu'un dit qu'il donne sa vie pour un gorille, ça paraît un peu banal. Tout ça, ce sont des éléments de la diversité biologique que nous sommes en train d'échanger. Alors, comme je l'ai dit, c'était en décembre 2022 que la conférence de parties à cette convention de Rio a alors adopté le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Ce cadre-là, parce qu'on devait normalement, la conférence de parties devait se tenir en 2020. Mais comme il y avait déjà la Covid-19, on n'avait pas réussi à organiser cette conférence en Chine parce que c'est la Chine qui était un pays qui devait organiser la conférence. Alors on avait reporté jusqu'en 2022 et la conférence a été alors co-organisée par le Canada, le gouvernement du Canada et de la Chine. Et alors c'est en décembre du 17 au 18 décembre 2022 qu'on a adopté le cadre mondial de la biodiversité. Et donc si vous êtes une organisation qui s'est dit intervenir dans les questions de biodiversité, dans les questions environnementales, à part la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, vous devez être en possession de ce cadre mondial de la biodiversité. Je dirais que c'est la Bible dans le secteur environnemental qui oriente toutes les orientations, toutes les stratégies d'intervention que nous devons soit entreprendre comme organisation ou en tant que jeunes. Vous voulez travailler dans les ODD, vous devez néanmoins avoir au moins une connaissance, soit minime, sur ces trois conventions-là. Et puis il y en a d'autres accords internationaux, parce que c'est toujours un peu complémentaire, qui essaient néanmoins de réguler le secteur environnemental. Si on demandait à quelqu'un ici qu'est-ce que signifie l'environnement, normalement, nombreux peuvent, ou dans la ville, si vous passez à Nyawera, vous demandez l'environnement, c'est quoi pour toi? Ou à une organisation, ou quelqu'un pense que lorsqu'on est dans la gestion des déchets, que le secteur se limite par là, lorsqu'on est dans ceci, parce que ce que je vois dans la ville, c'est presque qu'on a des impressions qu'on essaye de réduire les choses,
lorsque surtout on n'a pas toutes les informations qu'il faut par rapport au secteur ou au domaine d'intervention. Alors, je l'ai dit que dans ce contexte où on a adopté le cadre mondial qui devait normalement être adopté en 2020, mais à cause de la COVID-19, on avait reporté cette conférence des parties qui s'est tenue alors en 2022 et ça a été au Canada, à Montréal. Alors, c'était dans un contexte marqué par les déclins, disons, dangereux de la nature. Si vous vous rendez compte, par exemple, si je peux quelqu'un qui a un jour ou qui a été dans la semaine passée, soit au village, je pense que vous avez soit 10 à 5 ans que vous avez été, disons, soit à un endroit donné. Si vous pouvez soit regarder comment, disons, l'écosystème. Et lorsque je parle de l'écosystème, disons, les herbes ou les arbres qui étaient là, et que soit il y a aujourd'hui changement, soit ma grand-mère qui est à Cavar et qui ne sait plus produire, et qui à un certain moment pense qu'on a ensorcelé son chat ou quoi, vous allez comprendre bien sûr qu'il y a également ces effets de changement climatique qui parviennent également ou qui interviennent dans la perte de la biodiversité. Et avec ce contexte-là, parce que notre vie en tant qu'être humain dépend de ça, on ne pouvait pas, les États se réunissent toujours pour trouver néanmoins un cadre mondial qui détient ou qui contient des stratégies et qui nous oriente tous pour pouvoir se dire, voici, si vous voulez intervenir dans tel domaine, dans tel secteur, voici là où vous pouvez vous appuyer, selon vos possibilités ou vos moyens. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui on a des espèces qui n'existent plus. Moi je me rappelle, je vous ai montré des caméléons. Il y a là au village où je pouvais peut-être, lorsque vous y passez chaque jour, vous pouvez les rencontrer sur les arbres. Aujourd'hui vous ne pouvez plus. Il y a par exemple, comment on appelle encore ça, je n'ai pas mis l'image, mais il y en a certaines espèces qui existaient dans les temps, mais qui aujourd'hui on ne sait plus même pas retrouver une trace. Et du coup, chaque être vivant, que ce soit l'homme, que ce soit un insecte, qu'on peut négliger à un certain moment, a aussi un rôle à jouer par rapport à la vie humaine. Je donne un exemple. Il y a un moment où c'était à Uvira, et puis on dit à un maman que nous sommes venus pour les oiseaux migrateurs. Mais est-ce que vous êtes sérieux quand vous nous dites que vous venez pour les oiseaux? J'étais pour les oiseaux. Nous, c'est nos yeux parce que tout qu'on a damé qui soit autoambia. Alors quand on a échangé avec, la maman montre combien de fois dans les marais, par exemple de Nyangara, pour ceux qui sont des Uvira, qui ont été là, ce sont des oiseaux, lorsqu'ils arrivent là, il y en a des insectes qui sont par exemple porteurs de maladies. Mais il y en a certaines espèces des oiseaux qui, lorsqu'ils sont dans la zone, ils ramassent ou ils mangent de ces insectes-là, et du coup, les coûts de maladies ou d'infections par rapport à ça est facilement diminué dans la zone. Mais comment le savoir? On ne sait pas même pas comprendre. Il y a des endroits où vous pouvez avoir des maladies facilement sexuellement, pas sexuellement, mais plus disons des maladies transmissibles. Où vous marchez dans des marais, vous pouvez avoir, comment on appelle ça? J'oublie les noms. Mais lorsque par exemple il y a la présence de ces oiseaux-là, et comme c'est ça leur nourriture, c'est ça leur rôle, ils facilitent facilement la réduction de ces genres de maladies dans les milieux. Mais comme les gens n'ont pas peut-être de formation, ils ont dit, chien ni coucou là tout. Et c'est fini comme ça. Alors imaginez si on peut faire encore ça et qu'on n'est plus à mesure d'avoir un oiseau qui nous facilite, par exemple, juste pour manger les insectes très dangereux, même pour la vie humaine ou pour les plantes. Alors comment ces gens qui vont vivre dans cette zone-là, comment ils vont produire? Ils ne sauront pas produire. Alors, comme je l'ai dit, alors le cadre a été axé sur cet objectif-là, au regard déjà de la menace qui pèse sur les espèces, au regard des menaces humaines, mais aussi liées au changement climatique, qui pèsent sur la biodiversité. On s'est dit, quand même, les États peuvent se réunir, trouver des mécanismes d'intervention et une politique, un document de politique qui doit orienter le monde en général. Alors, comment on a fixé, disons, les thèmes pour cette année, que j'ai dit, de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. C'est-à-dire qu'en décembre 2022, on a adopté un accord. Et maintenant, là, les États sont censés quitter de l'accord qui est sur un papier, sur un document, et de le traduire dans des projets, initiatives de développement. Et voilà comment on a nommé ou comment on a pris le thème de l'année de l'accord à l'action. Ce qui n'est pas seulement pour un État,
si vous êtes une organisation qui intervient dans le secteur environnemental, comprenez que c'est aussi un appel qui nous est tous lancé. L'accord est déjà défini dans un document. Alors en tant qu'organisation, c'est maintenant le rôle de voir comment vous orientez votre politique par rapport à cet accord qui est, disons, dans un document. Et là, vous définissez des projets ou des initiatives, soit de conservation ou de protection de l'environnement, en fonction des éléments qui sont orientés dans les documents. Je donne un exemple banal, pas banal d'ailleurs, mais c'est vrai, pour ceux qui ont moins de l'expérience dans les mondes organisationnels. Aujourd'hui, pour postuler, par exemple, pour un appel à projet, il y a tout un critère qui est déjà établi par les bailleurs. Alors, pour les bailleurs qui sont dans le secteur environnemental, si on se rend compte que vous avez élaboré votre projet et vous êtes en dehors de ces objectifs qui ont été fixés pour toute l'humanité, ne pensez pas que vous serez sélectionné. Ça, on ne peut jamais le faire. Alors déjà, il y a de l'argent qui est mis ou des financements en cours et dont les organisations sont censées recourir, même les jeunes, parce qu'il y a des financements qui sont aussi accordés aux particuliers. Mais comment le savoir lorsque vous n'avez pas même pas d'informations par rapport à comment orienter votre projet d'intervention? Alors ici, je n'ai pas mis d'image très important, mais si on avait la projection, peut-être que ça pouvait peut-être nous faciliter. Et j'ai mis des organisations de jeunes au milieu. C'était tout simplement pour facilement entrer dans le vif du sujet. Quel est votre rôle? Quel est mon rôle? Quel est notre rôle en tant qu'organisation de jeunes ou en tant que jeunes qui se veulent évoluer dans le secteur environnemental? Premièrement, comme je l'ai dit, pour aujourd'hui accéder à un financement dans le secteur environnemental, soit si vous êtes support sur les changements climatiques, vous devez connaître l'accord de Paris. Vous devez avoir des connaissances suffisantes sur la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y en a d'autres accords internationaux qui réglementent le secteur. C'est-à-dire qu'on n'y va pas comme ça, ok, aujourd'hui j'ai vu que dans la ville de Bukavu, il y a assez de déchets. Et que vous pensez que lorsque vous proposez un projet, que facilement ça passe. Si ça ne s'aligne pas sur les objectifs, alors que maintenant les États se réunissent pour avoir, disons, un traité international qui va réglementer la gestion des plastiques, des déchets plastiques. Il y a plusieurs déjà un draft qui existe. Et si vous proposez un projet comme ça à un partenaire qui veut intervenir ou financer les organisations dans le secteur de gestion des déchets plastiques et que vous n'avez pas de connaissances ou des orientations par rapport à ces documents, vous allez faire ce que vous pensez comme problème. Mais lorsque la personne le lit, il va trouver, mais ce monsieur est en dehors. Ce monsieur est en dehors. Et du coup, il y a des opportunités qui nous passent ainsi. Alors, par rapport aux organisations de jeunes dans notre pays, la première chose à connaître, si vous voulez intervenir dans ce secteur, vous voulez intervenir dans la conservation de la biodiversité, il faut avoir au moins une connaissance, même minime, sur les agences et institutions des Nations Unies. Les Nations Unies, ce sont eux aujourd'hui qui contrôlent le monde. Et donc, si vous n'avez pas peut-être connaissance d'une telle agence ou institution qui est liée aux Nations Unies dans un domaine, parce que presque tous les domaines, que vous soyez dans les genres, dans la paix, il y en a déjà des agences qui représentent toutes ces questions. Et là, à ce niveau, on a des politiques, on a des documents d'orientation. Alors, c'est important lorsque vous voulez avoir une intervention dans ce domaine, de se questionner, est-ce que néanmoins vous avez des références? Si vous avez des références, vous pouvez peut-être proposer. Alors, pour notre pays, dans le secteur environnemental, il faut vous ressourcer au ministère national de l'environnement, qui en a également différents bureaux pour chaque domaine ou pour chaque secteur. Par exemple, au niveau national, nous avons un bureau pour le développement durable, qui s'en charge même des questions de conservation de la biodiversité. Alors, c'est au niveau même de ces bureaux-là où la stratégie nationale et plan d'action pour la biodiversité est définie. Alors, lorsque vous avez la stratégie, malheureusement aussi, c'est un peu... c'est quand même la situation de notre pays. Parce que pour d'autres États, on fait toujours ces stratégies, soit pour 3 à 4 ans. Mais pour notre pays, on peut faire même 6 ans avec une même stratégie.
Et alors que tous ces documents-là sont toujours envoyés au niveau au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, qui a son siège également au Canada. Mais les derniers plans pour notre pays, je pense que ça date depuis 2016, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui. Alors que pour d'autres pays, ils en ont déjà à leur 8e rapport, ou 8e rapport par rapport à la stratégie nationale. Alors, il y en a également des ONG internationales qui sont orientées dans ce secteur. Alors, ce n'est pas chaque ONG internationale ou chaque partenaire qui doit financer votre projet. Vous êtes une organisation de jeunes qui veut devoir œuvrer dans le secteur environnemental, mais vous ne connaissez pas où est-ce qu'a mené votre projet. Vous ne connaissez même pas quel partenaire peut être approprié par rapport à ça. À un certain moment, lorsqu'on prend tout cet état-là et qu'on n'a pas la précision à qui s'adresser, ou à quelle porte toquer, vous pouvez faire 2 à 3 à 5 ans sans financement, et pourtant vous avez des projets dans les têtes. Parce que je pense même lorsque vous allez dans les marchés de cadeaux, vous demandez à une maman qui vend, disons, des légumes, quel est votre projet? Elle aussi a un projet. Mais alors, en tant qu'organisation, vous vous dites que vous êtes dans le secteur environnemental, mais tout en avant, vous ne savez pas, par exemple, où est-ce qu'à vous adresser. À part ça, il y en a également la zone d'intervention. Nous sommes, par exemple, à Bukavu, au site Kivu. Quel est l'environnement que nous avons? Alors, lorsqu'on fait l'analyse du contexte d'intervention, il faut toujours vous ressourcer, par exemple, aux études qui ont été faites par rapport également aux organisations qui sont dans la zone pour vous dire, ok, ici peut-être nous pouvons intervenir dans ces souhaits-là. Mais beaucoup plus, si vous êtes une organisation de jeunes et si vous voulez avoir des interventions avec toutes ces conventions-là, la première chose, pour chaque convention, soit il y a un groupe de travail pour les jeunes qui facilite, disons, les jeunes, notamment pour la convention sur la diversité biologique. C'est là où nous avons Global Youth Biodiversity Network. Il m'a représenté comme coordinateur général des JBN francophones. C'est-à-dire c'est l'organisation ou les raisons qui regroupe les jeunes au niveau mondial autour de cette convention. Alors lorsqu'il y a la COP, comment ça s'est fait? Parce que je n'ai pas peut-être aussi échangé là. Ce n'est pas n'importe qui prend la parole, parce que la COP, c'est la plus haute instance qu'on peut avoir au monde, où toutes les décisions ou politiques sont définies. Alors, les parties prenantes, notamment les ONG, n'ont pas de voix. Si vous êtes une ONG, vous pouvez être observateur, mais les voix sont accordées aux pays ou les représentants de différents pays. Les agences également des Nations Unies qui sont également observateurs, mais il y en a ces groupes-là de représentation des jeunes et des femmes. Pour les jeunes, pour les groupes qui représentent les jeunes, à la Convention sur la diversité biologique, ça on appelle JBN, ou Global Youth Biodiversity Network. Alors maintenant, on a, pour chaque pays, soit on a un chapitre pays, c'est-à-dire on a JBN DRC qui existe, et qui organise bientôt, je pense, un sommet à Kinshasa, juste autour de ces cadres ici. Il y a également, alors, au niveau mondial, il y a JBN International qui réglemente, disons, toutes les organisations ou les raisons des jeunes réunies à la Convention sur la diversité biologique. Et récemment, on a eu à créer JBN francophone parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes francophones n'ont pas de chance de pouvoir prendre part à ce genre de rencontres internationales. Tout simplement que, je dirais, moi, je me le dis toujours, je m'excuse de le dire, nous avons été mal colonisés. Les Français, ce n'est plus une langue en 2022 qu'on a eu à créer JBN francophone. Et nous, on avait juste eu la chance de postuler quand même. C'est aussi la joie, comme il a dit, que la RDC soit les pays qui dirigent ces raisons. Alors, pour la convention, par exemple, j'ai donné des exemples ici. Si c'était projeté, je pense que ça pouvait faciliter. Mais pour la convention des Nations Unies sur le changement climatique, on a Yungo. Je ne sais pas s'il y en a ceux qui ont des informations par rapport à Yungo. Yungo. Est-ce que quelqu'un connaît Yungo? Tu vois, c'est tout ce qui nous manque. Disons, on est jeunes, mais comment se retrouver là où les autres se rencontrent lorsqu'on n'est pas informé? Parce qu'on dit la première ressource, il s'agit d'avoir l'information.
Et c'est là où je peux peut-être remercier tout le monde qui sont venus et qui ont laissé néanmoins vos multiples préoccupations pour venir suivre la conférence. Et je pense que peut-être à l'issue de celle-ci, on aurait quand même contribué dans votre vie. Parce que c'est ça néanmoins l'objectif. Et on doit vraiment en être fier pour Youth for Peace DRC qui a organisé la conférence. Lorsqu'on n'est pas familier, par exemple, de ce genre d'échanges, on vous appelle à une conférence, mais vous demandez la première question que vous posez, est-ce que vous avez transport? Comme vous avez transport, un jeune comme ça, on a du mal à évoluer. On a du mal à évoluer. Donc c'est très très important d'être informé et de se ressourcer comment on peut aussi aller à ce niveau-là. Pour Yungo, jusque-là, il n'y a pas, disons, une partie qui est orientée vers les francophones. C'est-à-dire, si vous ne savez pas parler anglais, là, vous êtes franchement coincé. Moi, je fais partie des dames, mais je ne parviens pas aussi à m'en sortir parce qu'il y a tous ces mamaches. Alors, donc, vous comprenez qu'il y en a des parties qui sont réservées aux jeunes à toutes ces conventions-là. Il y a également, soit s'il n'y a pas un réseau qui représente les jeunes, il y a des groupes de contact ou des groupes de travail qui facilement facilitent la participation des jeunes et des femmes à toutes ces conventions. Alors, comme disons l'activité est nommée également Carrefour des jeunes pour la paix, je ne saurais pas projeter, mais laisse-moi encore vous fatiguer pour rien, mais il y en a quelque chose que j'ai mis ici. Ici, ça c'est les raisons d'air protégé pour la RDC. Donc les parcs, les réserves naturelles que nous avons dans notre pays. Et puis à côté, il y a des communautés. Et à un certain moment, j'ai mis les gorilles. Alors, quelle nuance, par exemple, on peut faire entre la biodiversité et la paix? J'ai aimé illustrer ça un peu par rapport à cette photo ici, mais aussi au regard du contexte de notre pays, plus particulièrement à l'est de la RDC. Je pense que nous sommes nombreux qui sont informés, par exemple, du conflit qu'il y a eu au PNKV, au Parc national de Kaouzi-Biega. Et ce que cela a fait, et ce que ça fait même jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, moi je suis né par exemple dans un village où lorsque vous parlez que vous êtes venu pour les questions du parc, facilement c'est la machette qui peut vous entrer dans la tête. Juste le mot parc, ça choque. Alors la RDC c'est un grand pays qui a vraiment une raison des aires protégées très très énorme, au moins autour de plus de 15, si vous avez vu néanmoins tout ce qu'on a mis en jaune sur la carte. Alors comment les communautés vivent, qui dépendent alors de ces communautés vivent aujourd'hui? Nombreux, premièrement, nous savons avec tous les problèmes, disons, d'accès à l'éducation, mais aussi de compréhension de ces questions-là, mais aussi comment les acteurs interviennent dans ces zones-là. Lorsqu'on dit à une femme, pas une femme, mais à une communauté, que ici, ça c'est une partie du parc, c'est que ça crée comme conflit. Mais est-ce que là où on a du conflit, on a la paix? Je pense non. Là où on a du conflit, on n'a pas la paix. Et c'est le cas pour nous, dans notre pays. Les secteurs environnementaux qui doivent nécessairement partir de pair avec d'autres secteurs, du coup, ça ne marche pas. Ici, vous vous rendez compte, aujourd'hui, le parc national de Virunga, avec tout ce que nous connaissons, comme à Goma, et tout, lorsqu'on a c'est un gisement de minéraux, et du coup, ça attire même des pays étrangers qui souhaitent du tout s'improviser, exploiter ou tirer ou profiter de ces ressources-là. Alors que c'est pour les populations congolaises qui deviennent normalement en bénéficier, ce qui n'est pas aussi le cas. C'est-à-dire entre le secteur environnemental et les questions de paix, il y a cette nuance-là. Déjà avec ce contexte de l'Est de la RDC, on peut facilement comprendre combien de fois la paix est impactée ou comment le secteur ou la conservation de la biodiversité touche directement les questions de paix. Alors, je pense que je ne vais pas prendre assez de temps, surtout qu'on n'a pas plus de temps. Mais c'est l'épée que j'avais à partager avec vous. De la stratégie du cadre mondial également pour la biodiversité. Vous êtes revenu également sur la politique de la RDC, tout en montrant également les faiblesses que connaît notre pays, comme vous l'avez évoqué depuis 2016.
notre pays n'a pas fait écho de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait dans le cadre de la biodiversité. Et nous qui avons observé l'image qui nous a été montrée en avant, on s'est dit il y a les hommes ou les humains, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les rivières, il y a tout ça, et tout ce qui est la biodiversité aquatique, l'écosystème aquatique. On se pose la question, est-ce que notre pays n'est pas en retard au vu des enjeux de l'ère, et pourquoi nous on traîne un peu. Et enfin, vous avez fini par montrer les rôles des organisations de jeunes. D'abord, des opportunités à saisir dans les secteurs de la biodiversité, protection de l'environnement, surtout quand vous montrez qu'en parlant de la biodiversité, protection de l'environnement, on se résume ou on ne reste pas seulement au niveau de la gestion des déchets, comme nombreux peut-être d'entre nous ont tendance à le dire, des déchets de toutes sortes, que ce soit des déchets bio ou non biodégradables. Vous avez parlé des déchets plastiques. Et on se pose la question, que doivent faire les organisations de jeunes ou alors comment saisir des opportunités? Premièrement, il a évoqué l'idée qu'il faut comprendre et connaître les rouages internationaux parce qu'il faut envoyer ou concevoir des projets qui s'alignent à la vision mondiale sur la biodiversité. Les ONG internationales, les agences des Nations Unies ont donné des lignes de conduite ou alors des objectifs à atteindre selon tel horizon et des projets doivent également s'aligner sur cette vision là-bas. Et enfin, vous nous invitez chacun, je pense, à un questionnement et surtout à une méditation. Et peut-être je peux renchérir à dire également, est-ce que nous aussi, est-ce que personnellement, pas en tant qu'organisation, mais en tant qu'individu, est-ce que moi aussi je participe à la protection ou à la destruction de la biodiversité? Et comment, par rapport au thème aujourd'hui de notre débat, on peut quitter, nous pouvons pousser notre gouvernement à quitter les papiers, les accords écrits et poser des actes qui sont concrets sur le terrain et des actes qui nous profitent. Et c'est là que je veux peut-être finir en posant directement des questions au débat toujours pour nous demander par exemple tout ce à quoi on est en train d'assister ces derniers temps. Le réchauffement climatique. Ces derniers temps, il fait extrêmement chaud que d'habitude. Je pense qu'on se demande, on est au mois de mai. Moi-même, j'ai posé la question avant de venir ici. J'ai causé avec quelqu'un, je lui dis, quand sera-t-il au mois d'août? Les mois que nous répétons, le mois chaud ici chez nous, le mois de la saison sèche, quand on sent déjà que tu as du mal à sortir au mois de mai parce qu'il fait tellement chaud, quand sera-t-il au mois d'août? D'autres événements, on voit ce qui s'est passé à Calais et les résultats de l'enquête que les autorités au niveau national ont faite partent au moins de l'hypothèse que la catastrophe serait dû au fait qu'on a coupé les arbres, on a détruit les écosystèmes sur la colline au niveau de Calais et que ces éboulements et autres, c'est une conséquence de cela. Donc, je pose cela en termes de dégâts qui s'accumulent au jour le jour. Et on ne parle pas des inondations à Uvira. Vous avez parlé d'Uvira, il y a des inondations un peu partout. Vous voyez les eaux du lac qui augmentent de quelques mètres, qui montent des mètres. Et tout cela, je me pose la question, comment parler de la biodiversité dans notre pays où nous avons un souci à tous les niveaux. Je donne la parole, comme vous avez cédé, vous nous avez remis la parole, je l'accorde à tous ceux qui ont besoin d'intervenir. S'il y a une question dans la salle, Petite question. Ma première question, M. Gervais nous a parlé de la COP 15 qui s'est tenue en décembre 2022 à Montréal. J'en profite parce que je sais bien qu'il a pris part à cette COP au Canada. Alors, M. Gervais, quand nous lisons quelque chose sur les droits environnementaux et quand nous lisons sur la conférence des parties sur le changement climatique,
nous remarquons que notre pays a ratifié ces accords-là il y a plusieurs décennies déjà. Mais ce sont des accords qui ne sont pas contraignants. Ce sont des accords qui n'obligent pas les pays pollueurs. Alors ces droits-là nous disent qu'il y a un adage dans ces droits, on dit les pollueurs payeurs. Pour la conférence de parties sur le changement climatique, nous avons remarqué que comme ce n'est pas contraignant, chaque pays est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est nous qui avons des forêts, qui sommes les cœurs du monde dans le cadre du changement climatique, qui en sortons les victimes. Parce que nous ne recevons presque rien de ce qui pollue la nature, mais on nous oblige de conserver pour leur intérêt. Et ma question maintenant, est-ce que pour la COP 15, qui est un grand sommet, le plus grand sommet selon ce que vous avez dit, et qui s'axe sur la biodiversité, est-ce que les décisions de cette conférence des parties aussi ne sont pas contraignantes, donc les parties ne sont pas obligées à appliquer comme c'est le cas pour la conférence des parties sur le changement climatique? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, dans les objectifs de la conférence des parties, la COP 15, le troisième objectif parle du partage équitable. Et là, je me vois, quand nous voyons la gestion des aires protégées en RDC, le grand problème se situe à ce point ici, où il n'y a pas partage équitable des intérêts. Les autochtones sont chassés, comme nous l'avons vu dans le parc de Kaouzi-Biega. On chasse les autochtones sans tenir compte des probables intérêts qu'ils devraient bénéficier. Et c'est là où il y a le grand problème des conflits, de l'insécurité dans les aires protégées de la RDC. Alors ma question est de savoir, lors de cette conférence, est-ce qu'il n'y a pas de stratégies qui ont été mises en application pour que les populations locales aussi puissent bénéficier des intérêts qui émanent de leur biodiversité? Parce que la meilleure conservation, c'est conserver avec la population locale. J'ai une suggestion. Vous avez parlé du sommet de la jeunesse congolaise sur la biodiversité. Et j'ose croire, vous êtes au niveau des GBN francophones, donc vous représentez tous les pays francophones et la RDC fait partie de ces pays-là francophones. Mais c'est comme si nos aînés de Kinshasa, moi j'ai déjà vu au moins plus de 10 jeunes du site Kivu qui ont postulé à ces sommets-là. Et moi-même j'en faisais partie, mais presque nous tous, nous avons été rejetés. Je me demande, est-ce que ce sommet c'est pour la capitale seulement ou bien on va tenir compte de la représentativité de toutes les provinces? Merci. Dans l'intervention de M. Gervais, j'ai bien écouté qu'il a parlé des projets concernant l'environnement. Maintenant, j'aimerais demander si quelqu'un a un projet qui concerne l'environnement, quels sont les partenaires qui sont tellement pointés pour qu'ils puissent accorder la faveur ou quoi, ou une subvention quelconque par rapport à ça? Merci pour la parole. La première question, j'en ai que deux. Alors la première serait peut-être un complément par rapport à la question posée par le frère. Si l'on est informé par rapport à toutes les conventions qu'on nous a parlé, j'aimerais juste savoir si je suis indépendante, je ne dépends d'aucune organisation, à qui puis-je m'adresser pour soumettre le projet? Et la seconde est de savoir si en tant que jeune, comment contribuer ou quelles sont les procédures pour participer à la conservation de la biodiversité. Merci. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord rencontrer la préoccupation du premier intervenant sur le point de vue des questions. C'est vrai, ça n'énerve pas, mais je devrais rappeler une petite chose. Surtout quand tu parles du PNKB, j'ai participé aux travaux réalisés par l'USAID dans le but de réconcilier le PNKB avec le peuple autochtone. Il y a des avantages accordés aux peuples autochtones, soit des terres en dehors du parc,
Il y a des scolarisations de certains de leurs membres aux universités. Il y en a qui sont à l'ISDR, à l'IOB et même à l'UCB. Et il y a ceux qui sont aux écoles secondaires primaires. C'est vrai, ces peuples autochtones qui étaient dans le parc, ceux qui étaient chassés, on leur a accordé ces avantages. Vraiment, si vous pouvez lire en ligne, vous pouvez voir comment l'USAID a tenté de faire ça. Et du moins, les résultats sont visibles, sauf que l'homme n'est toujours pas satisfait. Mais beaucoup plus... Ce n'est pas un débat contradictoire, vous pouvez... Je vous protège. Vous êtes libre d'y aller. Oui. Vous êtes revenu sur 4 textes, dont la conférence de Montréal, les accords de Paris, les accords des États-Unis sur les changements climatiques et la fameuse convention de Rio. Les 4 textes, c'est vrai, protègent l'environnement. Mais le grand problème est qu'il n'y a pas soit un tribunal ou soit une cour qui peut recevoir les questions relatives aux violations des questions environnementales. Et vous verrez, par exemple, si nous revenons aux conventions de Rio, il y a des principes qui sont énoncés par la convention. Exemple, les principes de l'information. L'État doit informer les sujets sur des quelconques catastrophes, par exemple, qui se préparent, des histoires comme ça. Ce sont des histoires qu'on ne respecte pas. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on charge l'orateur. Merci. Nous pouvons aussi avoir des propositions en termes de contribution, des réponses. Oui, merci. Ou des solutions. Et c'est pourquoi on est là. On n'est pas là comme Magister Dixit ou comme celui qui connaît tout. Oui. C'est mieux, par exemple, si vous connaissez quelques violations en termes de droits environnementaux et autres, que vous puissiez, par exemple, dire il y a tel cas qui s'est produit. Voilà, la population s'est manifestée comme ça. Et moi, en tant que chercheur ou en tant qu'étudiant, en tant qu'environnementaliste, en tant que protecteur de la biodiversité, voilà ce que je prends. Donc, on partage en même temps l'expérience et aussi les idées pour passer non seulement des rapports à l'action, mais aussi pour marquer sa génération en tant que jeune. Parce que je conçois personnellement mal que la question soit posée à l'orateur et qui dit qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais doit faire pour que l'on quitte du papier à l'action. Alors que toi aussi, nous tous, nous pouvons faire des propositions que même à l'issue de cette réunion, on peut se convenir. Allons-nous faire un mémorandum qu'on peut adresser, allons-nous faire un document de plaidoyer qu'on peut apporter aux décideurs, soit directement on voit le gouverneur qui est le représentant du président de la République. Donc c'est comme ça que ça devrait se faire, c'est que nous donnons nos contributions en tant que chercheur, parce que je comprends que tu as certaines notions. Si tu connais certains éléments, tu peux toujours les donner sans pour autant les poser comme une question. C'est plus pratique et ça nous permet de capitaliser au moins cette séance qui est aussi pratique et capitale pour nous tous. Mais au moins, il a noté la question. J'ai dit seulement cela pour que les autres qui interviennent entre vous comprennent que si j'ai des suggestions à donner, soit à nous comme jeunes, soit à l'endroit du gouvernement, nous pouvons toujours les donner, ça édifie et aussi ça nous permet de dire que voilà que le gouvernement a ratifié ça. Est-ce que nous ne pouvons pas stimuler en proposant ou alors en bougeant les lignes? C'est juste comme ça. On est jeune, on n'est pas là pour subir seulement, mais on peut aussi proposer des voies de sortie. Il va répondre et puis vous pouvez formuler vos propositions que nous allons capitaliser dans les comptes rendus de cette activité, puis on pourra encore décider de la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il va répondre d'abord à cette première série. Souffrez qu'il intervienne après. Ça va? Souffrez s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher modérateur de cette activité. De cette parole qui m'est encore accordée. Peut-être je vais devoir commencer là où vous avez fini lorsque vous avez pris la parole et donc vous êtes revenu sur les inondations à Uvira, à Calais,
mais aussi est-ce qu'en tant qu'individu, on participe dans la conservation, dans la destruction de la nature. Premièrement, selon ACC, les organisations ne sont pas composées par des maisons, ou les communautés ne sont pas juste composées par des arbres. Et donc, au moins Dieu nous a donné la chance d'être l'être humain qui se considère comme état suprême, tout en oubliant que nous sommes les derniers à être créés. Hein. Parce que tout ce que nous avons comme biodiversité a été créé avant nous. C'est là si on pouvait aller dans le sens de la Bible, mais l'homme, il est devenu au-dessus de tout ce que Dieu nous a laissé. Et donc, en tant qu'individu de notre dépendance à la biodiversité, nous sommes en même temps un acteur de destruction, mais aussi, je dirais, en même temps un acteur qui peut intervenir dans la conservation. Parce que ce que nous faisons ici, c'est déjà quelque chose qui intervient dans la conservation. Si moi je sors d'ici et que je sais que les inondations peuvent être un facteur dans la perte de la biodiversité, pourquoi alors accepter par exemple de défricher encore les sols où je trouve encore des arbres? Je pense que ça ne serait plus intéressant ou important pour tout un être humain soucieux qui comprenne que nous dépendons de cette nature-là. J'imagine qu'à Calais, peut-être dans les 100 ans avant, il y avait des forêts. 100 ans avant. Aujourd'hui, lorsque vous y allez, parce que moi j'ai eu la chance d'être sur terre, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Et à part ça, lorsque nous, je pense que tous, s'il y en a ceux qui ont fait l'agronomie, lorsque vous avez défriché les sols, lorsqu'il n'y a plus d'arbres, comment devient la texture du sol? Et en même temps qu'à Calais, c'est une région déjà qui est un sol, disons, je dirais sablonneux. Et du coup, il n'y a plus d'arbres. Et puis, il y avait aussi une forte pente. À un certain moment, s'il y a des érosions, c'est sûr que nous connaîtrons toujours ce genre de catastrophes dans notre pays ou dans notre province. Si on peut y aller ainsi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais quand même, c'est un peu ça. Donc, les réseaux que les gouvernements, je pense, que les gouvernements provinciaux ou nationaux ont essayé de donner, à un certain moment, il faut en prendre connaissance ou conscience parce que dans les 100 ans, Calais que nous connaissons aujourd'hui n'était pas le Calais qui est aujourd'hui. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons modifié notre environnement. Et du coup, la nature se moque déjà de nous. Ça ne sera pas seulement Calais, je ne suis pas en train de prédire que ce soit dans un autre milieu, mais si nous ne faisons pas attention de notre comportement et de la façon de dépendre de la nature, ça va toujours nous revenir parce que c'est nous qui allons encore subir les conséquences. Alors, parlant de la question de Franck qui a demandé les accords internationaux sont toujours signés par les États membres et que du coup, il reste presque des textes. Il n'y a pas de mécanisme contraignant. Effectivement, même pour la Convention sur la diversité biologique, ce n'est pas aussi contraignant. Tout simplement que la question de souveraineté des États, vraiment jusque-là, on n'a pas réussi à surpasser cette notion-là. Donc, si vous êtes partie prenante et que vous n'êtes pas à mesure d'assumer ce que vous avez signé ou de mettre en œuvre ce que vous avez signé avec d'autres États, cela ne revient pas soit au gouvernement du Canada qui a organisé la COP de dire qu'il va venir en RDC se donner la place du ministère national de l'environnement ou des autorités compétentes. Et donc, on est juste les États, ceux qui sont responsables ou qui comprennent néanmoins la nécessité de pouvoir respecter ce qu'ils ont signé comme texte. Facilement, dans d'autres pays, ça donne des bons résultats. Mais jusque-là, à la Convention sur la diversité biologique, ce n'est pas aussi contraignant parce qu'avec la notion de souveraineté des États, on ne parvient pas, disons, à surmonter cela. Alors, il y en a la question que tu as dit par rapport au partage équitable des intérêts, les autochtones qui ont été mis dehors au parc national de Kahuzi-Biega. Alors qu'on nous parle du troisième objectif de la Convention qui est le partage équitable des avantages découlant de cette biodiversité. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Le collègue a essayé de répondre et a donné la moitié de la réponse. Mais ce qui est vrai, on ne doit pas se limiter à ce qui est accordé aux pygmées. Je ne vais pas entrer dans le combat du PNKB parce que cela ne revient pas à moi de pouvoir juger.
Mais ce que je connais par rapport au cadre mondial de la biodiversité, parce que ça a été aussi également le complément de votre question, il faut dire que j'ai évité ici de pouvoir prendre assez de temps pour expliquer le cadre mondial. Mais notamment, c'est un cadre qui est composé de 23 cibles. Avec les 23 cibles, ça peut être à un certain moment pris comme des objectifs. Alors, par rapport à ces cibles, par exemple, il y a la cible 2023 qui retouche les questions des peuples autochtones et communautés locales. Et donc, actuellement, ils ont les pleins droits et ils jouissent de pouvoir par rapport à ce cadre ou à ce prétexte-là qui a été adopté. Donc, ils ont une place de choix qui est favorisée parce que ce sont eux, premièrement, les gardiens de la nature. Et donc, tout ce que nous avons ici, je pense que nous dépendons également de ça. Mais pour le cadre mondial de la biodiversité, ils sont beaucoup plus impliqués et sont protégés par, disons, les documents. Et il faut aussi dire qu'ils ont une place de choix. Lorsqu'on mène ces négociations-là, je vis... Et c'est ça aussi le mal. À un certain moment, on se lamente, mais il faut toujours revenir à nous parce que tout ce que nous subissons, c'est nous toujours les acteurs qui peuvent intervenir pour trouver des éléments de réponse par rapport à une question. Ce n'est pas aux étrangers. La première responsabilité, c'est aux Congolais ou à l'État congolais de faire de notre État un État qui respecte ces textes ou des accords internationaux qu'on a signés. J'ai vu qu'il y avait d'autres, disons, comme l'Amérique latine, étaient bien représentée pour les peuples autochtones. Et là, dans les réunions, ils ont au moins une place de choix. Et donc, ils sont écoutés et ils donnent leurs avis par rapport à ce qu'ils dépendent de la nature. Alors, par rapport au sommet de la jeunesse à Kinshasa, oui, bien sûr, il faut aussi accepter que si on n'a pas retenu, il faut toujours tenter demain. S'il y a une autre opportunité qui est là, il faut toujours tenter. Mais ce qui est vrai, en ce que je sais, parce que je n'ai pas assez d'informations. Normalement, moi, je suis au niveau des JBN. Alors, pour le chapitre pays des JBN, ils ont leur autonomie totale. Donc, tout ce qu'ils gèrent, il y a tout un coordinateur, une coordination pour la RDC. Nous ne pouvons juste que recevoir un rapport de ce qu'ils ont fait. Et donc, à un certain moment, ce sont eux de choisir qui mérite d'être là. Mais ceux que je connais n'ont pas assez de moyens pour prendre assez de personnes pour aller au sommet. Peut-être qu'il y en a 10 ou 15 bourses. Alors comment choisir 15 personnes dans un pays de 2 millions de kilomètres carrés pour un petit sommet? Et cela dépend aussi des ressources disponibles parce que tout le monde ne pourrait pas être là. Peut-être que la province du Sud Kivu, où nous avons d'ailleurs les coordinateurs, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être aussi accorder à d'autres provinces qui ne sont pas représentées pour néanmoins avoir cette notion de représentation à ces sommets-là. Alors, par rapport aux projets environnementaux, quelqu'un a demandé si on est individu, où est-ce qu'a mené le projet. Je pense que c'est ça aussi la chance de pouvoir être aujourd'hui présent dans cette activité. Et comme je l'ai dit, que lorsqu'on n'a pas l'information, souvent on se demande où s'orienter. Premièrement, je pense que la majorité d'entre nous ici utilisent les réseaux sociaux. Mais comment nous les faisons et comment nous les utilisons? C'est une question que chacun de nous peut se poser. Si à part lorsque je suis à la cathédrale, que je prends une photo et puis je mets sur mon statut et mon Facebook et le reste, et il n'y a rien comme message. C'est banal, je l'ai dit, surtout pour les dames, excusez-moi, où je vois que c'est un comportement qu'on observe dans la ville. Quelqu'un a ce bien, je dirais, il a porté ses habits et puis ce qu'il met comme photo, merci à pas peur. Et puis c'est tout un scientifique qui pouvait peut-être. Il y en a par exemple, lorsque vous connaissez que You4Peace a une page Facebook. Et d'ailleurs je donne mon expérience, comment j'ai rejoint cette organisation ici. C'était juste que j'avais vu un appel à manifestation d'intérêt publié sur Facebook. Et où je me suis mis, j'ai envoyé mon petit CV, c'était en 2020, vers fin 2020. Et après on m'avait retenu comme bénévole. J'avais accepté de rejoindre l'organisation. On a évolué quelques mois avec ce genre d'activité. Aujourd'hui, je me sens fier d'être consultant dans la même organisation. Mais c'était sur Facebook. Tu tapes seulement sur Google, on va te renvoyer vers les sites. Là, tu vas retrouver toute une panoplie d'actions, d'orientations et peut-être aussi d'appels à projet. Et comme il a dit, sur Internet, il y a tout. Il suffit que tu tapes seulement les partenaires dans le domaine de la protection de l'environnement. Sur Google, on va t'amener toute une panoplie
d'organisations internationales, d'agences des Nations Unies, des ambassades qui travaillent dans ces domaines là-bas et ça va vous aider. Il y a toujours également, si je vais encore revoir dans ma documentation, si je retrouve, j'avais un répertoire de bailleurs de fonds par rapport à leur domaine d'intervention et leurs contacts mail et téléphone. Alors si je peux encore revoir ces documents, je pourrais toujours les partager dans le groupe du Carrefour pour ceux-là qui souhaiteraient postuler ou alors se rassurer de quel domaine d'intervention et l'opportunité à laquelle ils peuvent postuler. Merci beaucoup.